que nouvelle présidente Iségoria, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle conférence qui inaugure le mandat 2021. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, cette année encore, des personnalités du monde universitaire et culturel, du monde politique, médiatique, associatif et sportif, sur des thèmes que vous trouverez, nous l'espérons, divers et variés. Des personnalités qui, au-delà de vous faire découvrir ou approfondir un sujet, éveilleront votre curiosité et nourriront votre réflexion pendant et après la conférence. C'est en tout cas notre ambition tout au long de l'année que nous passerons ensemble. Je tiens à remercier notamment l'administration de Audencia qui nous apporte son aide et ses conseils pour l'organisation des conférences, ainsi que vous qui êtes présents ce soir derrière vos écrans pour votre curiosité et votre fidélité. Je vais désormais laisser la parole à Oriane qui va introduire notre premier invité, l'essayiste et haut fonctionnaire David Jaiz, et je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer par une rapide introduction du thème et puis on enchaînera sur un temps de parole afin que vous puissiez un peu poser vos questions. Et puis on terminera sur un temps d'échange où vous pourrez répondre aux questions du chat, mais également de mail. Voilà. Tout d'abord, je souhaite vraiment vous remercier pour votre présence parmi nous ce soir. Les conditions ne sont malheureusement pas optimales, mais je ne doute pas que l'échange ne perdra pas de sa pertinence, de sa qualité et de son intérêt. Donc, David Jaiz, votre intérêt pour la nation française fut déterminant dans le choix de votre carrière. Vous êtes aujourd'hui haut fonctionnaire et vous enseignez également à Sciences Po Paris. De cet attachement à la nation, vous rédigez 2 ouvrages. Vous publiez tout d'abord en 2017 La guerre civile n'aura pas lieu, où à travers une vision historique et philosophique, vous contrez les propos alarmistes annonçant une guerre civile proche. Dans votre ouvrage publié en 2019, Slow Démocratie, vous faites l'état d'une nation française affaiblie, où la démocratie a perdu cette superbe. Mais vous gardez toujours l'espoir de voir renaître une démocratie nouvelle et évoluée. Pour cela, vous encouragez une slow démocratie, c'est-à-dire, pour vous citer, un nouveau grand compromis entre capitalisme, démocratie et système terre. Selon vous, différents outils sont aujourd'hui à notre disposition pour restaurer une nation démocratique influente, parmi lesquels un Green New Deal territorial qui permettrait de s'appuyer sur l'urgence du renouveau écologique pour redistribuer correctement les richesses à l'échelle du territoire français. Ce livre s'adresse aux humanistes, progressistes, sociodémocrates, écologistes, pour donner une alternative à la mondialisation effrénée qui détruit aujourd'hui environnement, démocratie et solidarité, qu'elle soit mondiale, régionale, mais surtout nationale. Pour cela, il est impératif de se servir, selon vous, de la nation, qui ne doit plus intéresser au point de l'idéologie nationaliste, mais bien servir de point pour le renouvellement de la démocratie moderne. Alors, comment sauver la nation démocratique? Alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Je vous entends très bien. Donc merci infiniment à votre association Iségoria. C'est un très beau mot, Iségoria. Ça veut dire l'égalité du temps de parole dans la Grèce ancienne. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de pratiquer, bien qu'étant à distance, mais c'est devenu le mode ordinaire de nos vies depuis maintenant presque un an, puisque ça fait un an que la crise Covid nous contraint à ce genre de fonctionnement. Merci à Audencia Nantes et merci à celles et ceux qui sont en ligne, effectivement, de participer à cette discussion. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments, un peu de cadrage, et puis ensuite, ce sera intéressant d'avoir une discussion soit par le chat ou directement par le jeu des questions-réponses. Effectivement, je voudrais d'abord commencer à dire que la mondialisation, plus que jamais, est une réalité dans nos vies. Et on l'a vu paradoxalement durant le Covid. Pourquoi est-ce qu'on l'a vu durant le Covid? On l'a vu durant le Covid parce que le virus est apparu dans la ville industrielle de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, qui est un des épicentres industriels de la Chine. Et depuis 40 ans, la Chine, c'est vraiment l'atelier du monde, c'est-à-dire c'est un pays qui accueille énormément de sous-traitants industriels pour les pays occidentaux, que ce soit européens ou américains. Et quand le gouvernement chinois a pris la décision de confiner des provinces entières à cause de la circulation du virus, il y a un certain nombre d'outils de production qui ont été mis à l'arrêt et ça a eu un impact considérable sur le niveau de production en Europe et aux États-Unis. Il y a un article du Financial Times, par exemple, de mars 2020, qui montre que 75% des producteurs industriels américains, des manufacturiers, se sont découverts une exposition à la Chine. Alors parfois, ce n'est pas une exposition directe, c'est-à-dire que
vous pouvez être pris dans une relation de sous-traitance au premier degré, mais parfois, c'est des relations de sous-traitance au 8e ou au 9e degré. C'est-à-dire que vous avez un sous-traitant, par exemple français, quand vous êtes un industriel américain, mais ce sous-traitant lui-même a besoin d'un sous-traitant chinois pour produire une composante. Et donc, vous voyez qu'en fait, la totalité de l'appareil industriel mondial est en quelque sorte dépendante de ce double épicentre que sont la Chine et l'Inde. Et on le voit aujourd'hui avec l'industrialisation du vaccin. On nous dit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, c'est des vaccins américains, britanniques. Mais en réalité, les lignes de production vaccinales sont essentiellement situées en Inde et en Chine. Donc on voit qu'il y a une nouvelle cartographie productive mondiale qui repose sur l'éparpillement des chaînes de valeur. Et quand un point de cette cartographie des chaînes de valeur se grippe, en l'occurrence à cause de la crise du Covid, c'est toute l'économie mondiale qui est percutée. Et par ailleurs, la crise du Covid a permis de prendre conscience du niveau d'interdépendance que nous avions atteint, précisément parce que nous avons dû suspendre ou geler un temps une partie de ces interdépendances. C'est le cas, par exemple, des voyages aériens transfrontaliers. En 2019, donc l'année qui a précédé l'apparition du virus, enfin le développement du virus, puisque le virus est probablement apparu en 2019, il y a eu 1,6 milliard de voyageurs qui ont pris l'avion pour aller dans un autre pays que le leur. C'est dire en quelque sorte la densité des interdépendances et des voyages transfrontaliers que nous effectuons aujourd'hui, que ce soit à titre touristique ou pour les affaires. Et puis, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, communiquer par réseau social, ce que nous faisons tous les jours, quand nous utilisons Zoom ou toutes sortes de logiciels qui permettent de continuer à travailler de manière dématérialisée, c'est en quelque sorte une accélération de la mondialisation informationnelle. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est que la mondialisation ne va pas du tout disparaître avec le coronavirus. La crise du coronavirus a au contraire été une occasion de dévoilement sans précédent de l'intensité des liens économiques, financiers, humains et informationnels qui nous relient par-delà les frontières nationales. Mais au fond, ce que la crise Covid a révélé, c'est aussi que nous avons un niveau d'interdépendance sans précédent, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été autant connectés, dépendants les uns des autres, de manière transfrontalière, mais les niveaux de solidarité ne sont pas du tout au niveau requis par ce degré d'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes extraordinairement exposés, par exemple, aux chaînes de production chinoises, mais comme nous n'avons pas suffisamment diversifié nos circuits d'approvisionnement, comme nous n'avons pas constitué des stocks stratégiques, comme nous n'avons pas suffisamment défini quelles ressources devaient faire l'objet d'une forme d'autonomie stratégique, que ce soit des ressources alimentaires comme les protéines végétales ou les principes actifs des médicaments, on pourrait prendre plein d'autres exemples, eh bien nous sommes extrêmement vulnérables. C'est-à-dire que cette interdépendance qui pourrait être une force devient en quelque sorte une vulnérabilité. Et on s'en rend d'autant plus compte que nous sommes dans un monde un peu darwinien en ce moment, dans lequel il y a une sorte de bataille mondiale pour accéder à des ressources rares. Et quelles sont ces ressources rares? Au début du confinement, ça a été bien évidemment les masques et les tests. On voyait que dans les pays européens, on avait cruellement besoin de masques pour la population et cruellement besoin de tests, et notamment des réactifs qui permettent effectivement d'effectuer ces tests. Et on a vu à ce moment-là un jeu national se reformer très fortement, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de compétition entre les nations pour savoir qui allait faire main basse le plus rapidement sur les stocks stratégiques, s'approvisionner en ressources rares, etc. Et on voit aujourd'hui, avec la campagne vaccinale, le même scénario se dérouler sous nos yeux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de compétition mondiale pour l'approvisionnement en vaccins. On voit par exemple qu'Israël a réussi à s'approvisionner d'une beaucoup plus grande quantité de vaccins par rapport à sa population que les pays européens, ce qui permet à Israël d'avoir vacciné en quelques semaines un quart de sa population nationale. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous sommes dans une situation très paradoxale d'accélération de la mondialisation, notamment de la mondialisation informationnelle, financière, économique, et en même temps de grand retour des souverainetés nationales et de grand retour d'une forme
de compétition ou de concurrence entre les nations, d'autant plus qu'aujourd'hui, les nations ne se font plus la guerre et la paix comme c'était le cas au 19e et au 20e siècle, mais elles se font une compétition logistique. Ce n'est pas moi qui invente ce concept, c'est le président chinois Xi Jinping qui a déclaré que le Covid, comme il avait frappé le monde entier en même temps, il avait permis de révéler quelles nations étaient performantes et quelles nations n'étaient pas performantes. Si je reprends d'ailleurs son expression exacte, quelles nations ont passé l'examen et quelles nations n'ont pas passé l'examen. Et quelles sont, au fond, les nations qui ont passé l'examen? Eh bien, ce sont les nations qui ont réussi à s'organiser logistiquement pour approvisionner rapidement et efficacement leur population, d'abord en masques et en tests, puis en vaccins. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au fond? J'ai commencé ce propos introductif par parler de notre actualité. Qu'est-ce que ça nous dit au fond du sujet pour lequel vous m'avez invité? Eh bien, cela nous dit une chose, c'est que c'est une croyance extrêmement naïve que les nations disparaissent avec la mondialisation. Et c'est une croyance qui, en fait, est cantonnée à quelques pays d'Europe de l'Ouest, à quelques élites, plus exactement économiques, intellectuelles et politiques, de pays d'Europe de l'Ouest dans les années 1980, qui pensaient au fond que le grand marché mondial ou que la construction européenne allait remplacer les nations. Ce qu'on voit quand on est comme moi et comme vous, je l'imagine, curieux du vaste monde, attentif à ce qui se passe à l'extérieur de la France, pas centré sur notre nombril, c'est que partout, le principe national ressurgit parfois de manière agressive. On le voit en Chine, on le voit en Inde, on le voit au Brésil, on le voit en Afrique du Sud, on le voit en Turquie, au Pakistan, aux États-Unis, ça n'a jamais cessé d'être le cas. Et donc, il est tout à fait possible, en fait, d'avoir une accélération de la mondialisation et en même temps une accélération du repli national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nations, en fait, vont juste tenter d'utiliser la mondialisation à leur avantage. Au fond, c'est ce que la Chine n'a jamais cessé de faire. La Chine est devenue un parangon de la mondialisation parce qu'elle avait intérêt à devenir l'atelier du monde, c'est-à-dire à attirer des investissements étrangers et des transferts de technologie pour développer sa base industrielle et écouler ensuite au reste du monde les produits manufacturés, fabriqués là-bas. Mais la Chine a toujours eu un rapport très nationaliste à la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle pratique un contrôle des capitaux, elle pratique un contrôle des changes, elle trafique probablement en partie sa devise, le yuan. Elle est extrêmement vigilante quant aux investissements étrangers. On ne peut pas investir en Chine dans le secteur de la défense, de l'aéronautique, du spatial, de l'intelligence artificielle. C'est des secteurs qui sont très étroitement protégés avec une logique protectionniste. Donc ce que vous voyez, c'est que la mondialisation libérale harmonieuse telle que l'avaient imaginé certains dirigeants européens des années 1980, gouverner sans règles, ça n'existe pas, c'est une fiction. Aujourd'hui, vous avez des nations qui défendent leurs intérêts, vous avez des grandes firmes multinationales aussi qui défendent leurs intérêts. C'est le cas, par exemple, de ces GAFAM ou de ces BATX, c'est-à-dire ces géants, au fond, de la révolution numérique, qui prospèrent parce qu'ils bénéficient d'une gigantesque audience, et cette audience s'est encore accélérée à la faveur du confinement. La preuve, c'est que nous sommes en train de discuter sur Instagram, qui est une propriété du groupe Facebook. Alors, quel était le sens de ma proposition, au fond, dans cette slow démocratie? Eh bien, c'était de dire qu'il ne faut pas avoir peur de parler de nation. Il faut privilégier la nation plutôt que le nationalisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le monopole du discours sur la nation justement aux xénophobes, aux nationaux-populistes, aux identitaires, bref, au fond, à tous ceux qui veulent se claquemurer et revenir dans une logique de village d'Astérix. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la logique du village d'Astérix qu'on doit être l'idiot du village global. Et donc, il faut que la France, comme le font les États-Unis, comme le fait la Chine, il faut que la France et l'Europe d'ailleurs, parce qu'il y a une logique européenne évidemment à avoir, fassent preuve de moins de naïveté face à ce jeu économique mondial et qu'on fasse davantage au fond de politique et un peu moins de droit. L'Europe et la France, notre grande naïveté ces 30 dernières années, c'est d'avoir pensé qu'il suffirait au fond de proposer des règles et que ces règles seraient acceptées par tous et qu'elles permettraient une sorte de
de convergence planétaire de toutes les normes du marché et de la démocratie libérale. C'était faire preuve, au fond, d'une grande naïveté. C'est la même naïveté qui conduisait certains à parler dans les années 1990 de la fin de l'histoire. Et donc, qu'est-ce que c'est que la slow démocratie? C'est une tentative de rééquilibrage, justement, qui consiste à dire la puissance publique européenne, mais aussi l'État-nation, ont leur mot à dire. Il n'y a pas que la libre circulation des marchandises, des capitaux et des informations. Il faut être capable de mettre en balance cette libre circulation des marchandises, des capitaux et des informations avec d'autres priorités. Et chaque nation démocratique définit en quelque sorte les priorités qui sont les siennes. En France, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un certain attachement à de bons standards de sécurité sociale, à de bons standards en matière de droit du travail. Est-ce que pour être compétitif par rapport au Bangladesh ou au Pakistan, on doit détruire le droit du travail ou la sécurité sociale? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on ne pourra jamais gagner de toute façon dans cette espèce de race to the bottom, de cette course vers le bas, de moins-disance, avec des pays qui font travailler les enfants, qui pratiquent le travail forcé parfois, ou qui exercent des conditions de droit du travail extrêmement dégradées par rapport à ce que sont nos standards. Donc une solution plus équilibrée pour l'Europe ou pour la France consisterait vraisemblablement à dire nous devons accepter le libre-échange parce que c'est une bonne chose de pouvoir commercer entre les pays, mais nous devons lui adjoindre certaines écluses. C'est-à-dire que quand un pays manifestement ne respecte pas certains standards internationaux en matière de droit du travail, en matière d'accord de Paris pour la transition écologique, en matière de normes sociales, eh bien nous sommes fondés soit à dire que nous ne commerçons pas avec lui, soit à lui imposer une sorte d'écluse, c'est-à-dire un tarif qui permet de rééquilibrer en quelque sorte et d'éviter le dumping fiscal, social ou environnemental auquel certains pays se livrent. Ça n'est au fond qu'une proposition de rééquilibrage par rapport à ce que font déjà des pays comme les États-Unis ou la Chine, puisque je vous le disais tout à l'heure, la Chine est une grande défenseuse de la mondialisation à l'extérieur de ses frontières. Mais à l'intérieur de ses frontières, la Chine pratique vis-à-vis du reste du monde une politique protectionniste qui ne dit pas son nom, que ce soit par rapport à l'investissement étranger, par rapport à l'accès au capital, par rapport au contrôle des changes. Je pourrais ainsi multiplier les exemples. Donc au fond, l'enjeu qui est devant nous, c'est d'arriver à mieux rééquilibrer l'objectif de prospérité économique globale qui peut être atteint par le libre-échange et le commerce, avec d'autres objectifs, comme au fond le progrès social ou la justice environnementale, qui, eux, ne pourront être obtenus que dans la perspective d'un rapport de force. C'est-à-dire que si l'Europe, qui aujourd'hui est un marché unique de 500 millions d'habitants et de consommateurs, est capable de parler d'une seule voix vis-à-vis de la Chine et des États-Unis et de dire voici quelles sont nos règles, nos standards sanitaires, sociaux, environnementaux. Si vous ne les respectez pas, vous n'aurez pas accès à notre marché. C'est sans doute le plus sûr moyen de parvenir à de meilleurs standards dans les domaines que j'indiquais. Ensuite, la slow démocratie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la slow démocratie, ça repose sur un constat très simple. C'est que depuis 60 ans, en quoi a consisté le capitalisme depuis 60 ans? Parce que vous êtes étudiant en école de commerce, on vous parle souvent de la croissance, du PIB, etc. Mais tout ça, c'est de la comptabilité, ce sont des agrégats, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, la croissance continue du PIB depuis 70 ou 80 ans qu'on connaît, en particulier dans les pays industrialisés, elle a permis une chose très très concrète, c'est la baisse du temps de travail. Dans tous les pays industrialisés, vous voyez que le temps de travail a considérablement baissé. À la fin du 19e siècle, on travaillait 14 heures dans la mine et on faisait travailler les enfants parce qu'il y avait besoin d'énormément d'énergie humaine pour accomplir la révolution industrielle. Au fur et à mesure de l'innovation technologique, au fur et à mesure de la découverte de nouvelles sources d'énergie, je pense en particulier au pétrole, on a diminué le travail humain parce qu'on a remplacé les travailleurs humains par des machines
et par de l'énergie, c'est-à-dire que les machines en fait consomment de l'énergie. Donc, l'innovation technologique qui permet de créer des machines qui remplacent le travail humain, la découverte de nouvelles sources d'énergie et leur exploitation massive, c'est le cas des hydrocarbures, ont permis en réalité la diminution du travail humain. Alors, cette surconsommation d'énergie et de matière, j'aurais dû dire d'ailleurs aussi de matière, elle a évidemment une incidence très négative sur l'environnement, puisque nous découvrons aujourd'hui que nous vivons dans un environnement dont les ressources sont finies. Il n'y a pas une infinité de métaux rares, il n'y a pas une infinité de terres rares. Les ressources en hydrocarbures sont également finies. Et par ailleurs, nous découvrons que les émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de provoquer la catastrophe environnementale du réchauffement climatique. Donc, nous allons devoir aller d'une manière ou d'une autre vers la sobriété énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette surconsommation d'énergie, de matière et cette innovation technologique qui ont permis de construire des machines ont libéré du temps aux êtres humains, mais ce temps n'a pas nécessairement été en quelque sorte consacré à l'œuvre commune comme il aurait pu l'être. Après tout, on pourrait dire l'innovation technologique, l'exploitation de ressources naturelles, c'est un bien commun. Les ressources naturelles sont un bien commun. Les innovations passées un certain délai de durée des brevets, c'est un bien commun. Donc, les externalités positives engendrées par ces ressources naturelles ou ces innovations, à savoir le temps libre, ça devrait être un bien public aussi. Sauf que ce temps libre a été immédiatement privatisé. Il a été immédiatement privatisé, bien entendu, dans la consommation, mais aussi il a été immédiatement privatisé dans la monétisation, en quelque sorte, de de tous les moments de notre vie personnelle et de notre vie intime. Regardez par exemple les gammes. On parle souvent d'Amazon. On a dit Amazon a connu un extraordinaire succès durant le confinement parce que les gens n'avaient pas accès au commerce et donc ils commandaient en ligne sur Amazon. Mais il faut savoir qu'Amazon n'est pas rentable sur sa partie delivery, c'est-à-dire sur sa partie livraison. Les deux divisions, en quelque sorte, rentables de la société Amazon, c'est d'une part la division cloud, c'est-à-dire le stockage de données, les fermes de serveurs, et c'est d'autre part la division publicité, c'est-à-dire commercialisation des données personnelles récoltées dans le cadre des commandes que vous faites sur Amazon, qui sont vendues ensuite à des annonceurs ou à des sociétés de publicité digitale. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, si vous voulez, il y a une forme de monétisation de notre temps libre, parce que tout le temps que nous ne passons pas à travailler, c'est-à-dire tout notre temps de loisir, il est de plus en plus envahi par des GAFAM ou par des sociétés qui appartiennent au fond au capitalisme cognitif, dont le but est d'accumuler un maximum d'informations sur nos préférences, nos activités, nos choix, notre caractère, nos caractéristiques, pour ensuite, si vous voulez, les commercialiser à des annonceurs qui vont, en quelque sorte, proposer des publicités sélectives. Donc, vous voyez bien que l'enjeu de la slow-démocratie, c'est aussi l'enjeu de se soustraire à cette privatisation du temps libéré et à cette privatisation de la vie personnelle et même de la vie intime, je dirais même à cette prédation à laquelle se livrent de plus en plus les multinationales comme les GAFAM, en restituant une partie de ce temps libéré aux individus et à l'œuvre collective. Et ça suppose un gigantesque effort de régulation de ces plateformes, ça suppose une taxation des activités de publicité des GAFAM et donc une forme de restauration de la puissance publique ou de l'État. Et puis, le dernier élément, et je terminerai peut-être sur ça pour laisser place à l'échange et pas être trop long, c'est que nous sommes face à un défi environnemental considérable parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la libération du temps de travail permise par le capitalisme, elle s'est aussi doublée d'une dévastation environnementale, surconsommation d'énergie, surconsommation de matière, réchauffement climatique, dégradation de la biodiversité, acidification des océans, perturbation des chaînes trophiques, bref, un certain nombre d'événements climatiques sont en cours, probablement irréversibles,
Et si nous ne prenons pas les mesures de freinage qui sont indispensables, nous allons à la catastrophe, et en particulier les générations qui viennent après nous. Donc, il y a un besoin de régulation publique, il y a un besoin en réalité de rééquilibrage de cette logique du marché mondial par des logiques étatiques ou par la puissance publique européenne, parce que je pense que l'Europe est aussi le bon échelon pour faire ça, à la fois pour reconquérir en quelque sorte ce temps libéré et le rendre aux individus et aux collectifs, le déprivatiser en quelque sorte, mais aussi pour aller vers une forme de sobriété énergétique et mieux nous adapter aux changements, hélas irréversibles, qui sont en cours. Donc la slow démocratie, finalement, c'est la proposition d'une grammaire. Je détaille dans le livre d'ailleurs un peu tous les aspects. Quelles relations internationales, quelles organisations internationales, quelle politique publique au niveau mondial, au niveau de l'État, au niveau local, parce que le niveau local a aussi un rôle très important à jouer, pour essayer de mieux équilibrer effectivement l'économie par rapport à la transition écologique et à l'exigence démocratique. Voilà ce que je pouvais dire peut-être de manière un peu cavalière en guise d'introduction. Merci beaucoup pour ce moment. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Donc moi, j'ai évidemment quelques questions à vous poser. Vous affirmez notamment dans votre ouvrage que du fait de la réduction de l'espace décisionnel accordé aux élus aujourd'hui, notamment en France, le débat public se porte désormais plus sur des questions sociétales que sur des questions proprement économiques. Et vous prenez d'ailleurs l'exemple du mariage pour tous, qui a suscité bien plus de débats et de prises de position dans la presse notamment que le vote du pacte budgétaire européen, alors que ce dernier a un impact majeur sur les politiques publiques qui concernent bien tous les citoyens. Donc ma question est la suivante. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel détournement des préoccupations de l'agenda politique? Alors, c'est une très bonne question. Alors d'abord, je précise tout de suite que c'est pas, je ne relativise pas du tout l'importance du mariage pour tous et je considère que c'est un sujet dont le législateur a tout à fait vocation à s'emparer et au fond à décider en conscience. Simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est que comme les politiques économiques sont de plus en plus exercées au niveau européen, on va les prendre une par une. La politique monétaire qui est devenue centrale, notamment en temps de crise. Vous avez vu à quel point la Banque centrale européenne ou la Fédérale Réserve américaine ont joué un rôle central, que ce soit au moment de la crise financière de 2008 ou au moment de la crise Covid de 2020. S'il n'y avait pas eu le programme massif de rachat d'actifs, de titres de dette souveraine par la Banque centrale européenne en 2020, qui s'appelle PEP, qui portait sur un montant initial de 750 milliards d'euros, quelque chose comme ça, la stabilité financière européenne aurait été en péril total. C'est-à-dire que les États se seraient endettés dans la précipitation pour pouvoir financer les dépenses à la fois sanitaires, mais aussi de soutien à l'économie. Et certains pays aux finances publiques extrêmement fragiles, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense aux pays d'Europe du Sud, et je pense aussi à la France, d'une certaine manière, qui avait, avant la crise du Covid, une dette qui était déjà équivalente à presque 100% du PIB. Eh bien, ces pays-là, s'ils n'avaient pas eu ce programme massif de rachat de titres de dette par la Banque centrale européenne, auraient été profondément déstabilisés parce que les marchés financiers n'auraient pas forcément eu confiance et le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre les obligations allemandes par rapport aux obligations italiennes ou même françaises aurait considérablement augmenté, les taux d'intérêt auraient explosé. Donc, si vous voulez, les banques centrales jouent un rôle absolument majeur et moi, je suis ravi qu'elles soient sorties un peu de leur orthodoxie monétaire qui consistait au fond à dire notre seule responsabilité, c'est la stabilité des prix. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elles le font. Bon, il y a des argumentations juridiques pour dire que tout ça se fait dans le cadre des traités, du mandat, et qu'au fond, tout ça n'est pas hors la loi, en quelque sorte. Mais c'est des libertés quand même très importantes qui sont prises par rapport au mandat, et donc d'une certaine manière par rapport à l'autorisation démocratique. Car enfin, la Banque centrale européenne n'a, jusqu'à preuve du contraire, aucun véritable compte démocratique à rendre. On pourra toujours me dire que le président de la Banque centrale européenne est tenu de s'exprimer devant le Parlement européen ou devant le Conseil ECOFIN, etc. Ça reste quand même des procédures extrêmement formelles et pas très engageantes sur le plan démocratique. Deuxièmement, la politique commerciale. Vous le savez,
la politique commerciale. Aujourd'hui, les nations européennes n'ont plus aucune marge de manœuvre en matière de politique commerciale. C'est la Commission européenne qui est compétente, par exemple, pour négocier de nouveaux traités multilatéraux ou bilatéraux entre l'Europe et d'autres pays en matière de libre-échange. Donc, vous voyez que la monnaie, le commerce, ajouté à ça la politique de la concurrence qui est devenue absolument majeure et qui est essentiellement de nature européenne. C'est-à-dire que la politique de concurrence en France, elle consiste surtout à transposer des directives, à appliquer des réglementations européennes et en quelque sorte, la France est une exécutante d'une politique qui n'est pas décidée à son niveau. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de politiques économiques majeures. Par ailleurs, cette politique de concurrence a des effets de bord sur la politique industrielle, c'est-à-dire qu'en gros, le régime des aides d'État interdit en gros de subventionner trop massivement des secteurs industriels, y compris des secteurs d'avenir, au nom de l'égalité de traitement. Et donc vous voyez que, si vous voulez, toutes ces politiques-là, aujourd'hui, sont décidées au niveau européen. Et donc, le législateur national ou le gouvernement, l'exécutif national, a beaucoup moins de marge de manœuvre en économie. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est que du coup, il y a une tentation de surinvestir les questions sociétales. Parce que comme vous n'avez plus beaucoup de pouvoir en matière économique, en matière macroéconomique, pour améliorer le pouvoir d'achat, la vie des gens, etc., vous surinvestissez les questions sociétales, où là, effectivement, vous avez encore une totale liberté par rapport à l'espace européen. C'est-à-dire que chaque pays est souverain en matière de mariage pour tous, en matière d'IVG, en matière d'adoption par des couples homosexuels. Enfin bref, toutes ces questions dites sociétales sont laissées en quelque sorte à la discrétion de chaque pays européen. Et donc ce que vous voyez, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que la politique économique, elle est en quelque sorte déconnectée du citoyen parce que la Banque centrale européenne n'a pas beaucoup de comptes démocratiques à rendre. La Commission européenne n'est pas une instance très démocratique, même si aujourd'hui sa composition est censée être le reflet des rapports de force qui s'expriment aux élections européennes. Et puis les différents conseils des ministres de l'Union européenne se déroulent à huis clos, avec des modes de décision et de délibération qui ne sont pas totalement transparents pour les citoyens. Donc, si vous voulez, mon inquiétude, c'est qu'il y ait un sentiment que de toute façon, tout est déjà pipé, tout est décidé dans des antichambres, qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et ça, c'est un gigantesque aliment pour le populisme. Vous voyez, le national-populisme qui prospère partout en Europe aujourd'hui, il prospère en partie sur la dénonciation, effectivement, d'une, comment je pourrais dire ça, d'une dépossession de la décision dans les grandes politiques économiques. Et donc, le livre que j'ai écrit, ce n'est pas du tout un livre anti-européen, parce que moi, je crois profondément à l'échelon européen. Mais c'est un livre qui propose un meilleur rééquilibrage, en quelque sorte, entre l'horizon technocratique et l'horizon démocratique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir une politique monétaire, effectivement, indépendante, efficace, fiable. Je ne le conteste pas du tout. Mais il faut qu'on réfléchisse à un nouveau contrat social dans lequel l'autorisation démocratique n'est pas absente de ces considérations-là. D'accord. Donc justement, on a une question dans le chat. Comme l'Union européenne rend les États en simples exécutants, cela contredit votre volonté de concilier Union européenne et intérêts nationaux. Est-ce que vous pourriez répondre? Non, mais c'est une très bonne question. Ça ne la contredit pas du tout parce que justement, moi, je fais une proposition de meilleure articulation des deux. C'est-à-dire que je dis, en gros, l'Union européenne, aujourd'hui, elle s'occupe d'un peu trop de choses mal. Et en fait, je pense qu'il faudrait qu'elle se concentre à fond sur tout ce qui concerne le long terme et les biens publics mondiaux. Donc, par exemple, si l'Union européenne avait bien fonctionné, il y aurait eu une meilleure coordination scientifique en matière de recherche sur le vaccin. On n'aurait pas eu ces États qui se tirent la bourre pour savoir lequel le premier va proposer un protocole vaccinal, une molécule magique, etc. Deuxièmement, elle investirait beaucoup plus dans l'enseignement supérieur et la recherche qu'elle ne le fait aujourd'hui. Parce que ça, c'est effectivement les connaissances, les innovations, ça devient d'utilité publique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Troisièmement, elle investirait beaucoup plus massivement dans la transition écologique. Elle commence à le faire. Il y avait le plan de relance, il y avait le plan Juncker. Ensuite, il y a eu le plan de relance de la Commission européenne, qui a été permis en particulier par la mutualisation des dettes. Mais ça n'est vraiment pas suffisant pour pouvoir financer le Green New Deal
de par an sur la table. Donc, si vous voulez, là, vous avez un certain nombre de secteurs d'avenir qui touchent à des biens publics mondiaux qui mériteraient que l'Union européenne s'investisse plus dessus. En revanche, moi, je pense que l'Union européenne devrait lâcher du lest sur un certain nombre de réglementations. Vous voyez, on n'a pas besoin forcément de l'Union européenne pour savoir quelle doit être la taille des mailles des filets de pêche ou pour savoir, au fond, vous voyez quel type de nitrate on met dans une pomme de terre. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être laissées davantage à l'appréciation des pays. Donc il y a vraiment une sorte de... C'est ce que dit l'économiste aussi, Dany Rodrik. Il faut remettre la mondialisation et la construction européenne, qui est une sorte de mondialisation en miniature, sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il faut, au fond, moins réglementer un certain nombre de secteurs qui peuvent être plus librement, en quelque sorte, régulés à l'échelle nationale. En revanche, il faut être capable de mutualiser les efforts pour tout ce qui touche au bien commun ou au bien public ou au très long terme. Parce que l'Union européenne, c'est utile pour le très long terme parce que ça permet de cranter des décisions sur des horizons pluriannuels, alors que les démocraties nationales, elles, sont beaucoup plus court-termistes. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre comme ça à rechercher. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur votre intérêt pour les sentiments nationalistes et justement, vous affirmez que ce sentiment national, c'est assez bon. Et vous le répétez d'ailleurs, notamment le démantèlement de certaines institutions, telles que le service militaire ou les colonies de vacances, qui étaient une certaine mixité sociale, mais également un sentiment d'appartenance à une même nation. Que pensez-vous alors de la loi Blanquer votée en 2019 qui impose notamment des drapeaux français et européens dans les salles de classe? Est-ce une manière de raviver un certain sentiment national ou bien est-ce artificiel? C'est pas... j'en pense pas grand-chose parce que ça, c'est quand même un peu gadget. C'est-à-dire que c'est pas avec des drapeaux que vous allez renforcer le sentiment national, même si c'est toujours bien d'avoir des drapeaux français ou européens. Je pense que le sentiment national, ça ne se décrète pas. Vous savez ce que disait Renan dans sa conférence Qu'est-ce qu'une nation qu'il avait prononcée à la Sorbonne. C'est un plébiscite de tous les jours. Alors cette phrase a été abondamment glosée, commentée. Ce qu'il a voulu dire par le fait qu'une nation est un plébiscite de tous les jours, c'est que c'est un processus de discussion et de délibération collective autour d'un projet politique. Et que ce projet politique, il évolue dans l'histoire. Il n'est pas, en quelque sorte, l'ADN d'une nation, ce n'est pas une langue, contrairement à ce que racontaient les Allemands. Il y avait une sorte de querelle sous la Troisième République autour du statut de l'Alsace-Lorraine. Et les Allemands disaient l'Alsace est allemande parce qu'elle partage la même langue. L'alsacien et l'allemand, c'est la même racine, en quelque sorte, c'est la même souche germanique. Donc c'est une approche qui est centrée sur la langue, sur la race, sur le peuple, alors que l'approche républicaine française consistait à dire non, une nation, c'est un accord de volonté, et les Alsaciens, dans leur très grande majorité, veulent rester français. Ils ne veulent pas redevenir allemands. Et donc, l'Alsace est pour cette raison française, parce que c'est un accord de volonté autour d'un projet collectif. Donc, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est faire nation autour de quel projet collectif? Et le projet collectif qui, moi, me paraît aujourd'hui à même de nous permettre de faire nation, c'est à l'évidence la République écologique, c'est-à-dire à la fois la reconquête d'un espace commun. Je vous parlais tout à l'heure de cette question de la privatisation des données, essayer de pouvoir récupérer une partie de notre temps libéré pour le consacrer à l'œuvre collective. Et donc, ça veut dire l'engagement associatif, le bénévolat, pourquoi pas la restauration d'un service civique, d'un service national obligatoire. Mais c'est aussi le fait de prendre soin d'un environnement qui aujourd'hui est vraiment menacé, qui se dégrade. Et donc, vous voyez que la République écologique, pour moi, c'est vraiment, en quelque sorte, le mythe mobilisateur, l'utopie qui doit aujourd'hui nous permettre, par-delà les clivages, par-delà nos différentes appartenances partisanes, nos sensibilités. C'est bien qu'il y ait une pluralité de sensibilités dans la société, mais c'est vraiment ce mythe-là, en quelque sorte, mais j'emploie le terme de mythe au sens positif, pas au sens négatif, qui doit nous permettre de nous ressouder et de nous rassembler collectivement. D'accord. Donc,
justement par rapport à votre volonté de s'impliquer au niveau environnemental, comment penser le Green New Deal, incluant des décisions territoriales, dans un contexte mondialisé où le droit international est justement dominant? Eh bien, tout simplement parce que je pense que le Green New Deal, il doit être conduit à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il y a le droit international est important. Par exemple, c'est tout de même les COP successives, les conférences des parties, qui permettent de fixer des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les fameux SNBC, hein, qui ensuite se traduisent dans le droit national par des obligations pluriannuelles. Vous voyez, donc on fixe un objectif global d'arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est la cible globale de l'accord de Paris. Et ensuite, ça se décline dans chaque pays et dans chaque secteur. Donc, il y a un rôle éminent, évidemment, de toutes ces instances internationales, que ce soit le GIEC, les COP, l'IPBES pour la biodiversité, etc. Mais ensuite, c'est l'État, avec sa capacité à légiférer, avec sa capacité à orienter des secteurs, à investir dans la recherche, dans l'innovation, qui doit orienter en quelque sorte la transition écologique secteur par secteur. Et puis, ma réponse ne serait pas complète si je vous disais que ça se limite à l'État et au mondial. Il faut que tous les acteurs et toutes les parties prenantes y participent. Les entreprises, bien sûr. Ce n'est pas, je vais dire, un slogan que de dire qu'il y a besoin d'un verdissement de l'entreprise dans toutes ses fonctions et tous ses process. Et puis, évidemment, les territoires. C'est-à-dire que les politiques concrètes de transition écologique, une rénovation énergétique, mobilité douce, transition agricole, lutte contre l'artificialisation des sols, circuits courts, agriculture biologique. Bref, toutes ces politiques, elles se conduisent aussi dans un écosystème local. Et donc, il y a un besoin absolu, si vous voulez, de pouvoir délibérer de cette transition au niveau local. Donc, on a vraiment besoin de toutes les échelles. Et le livre que j'ai écrit consiste au fond à présenter un schéma global d'action du mondial au local et du local au mondial en passant par le national. D'accord. Comment aborder les réticences des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne? Est-ce qu'un Frexit pourrait répondre à certaines demandes des citoyens? Je ne pense pas qu'un Frexit pourrait répondre aux demandes des citoyens, parce que vous voyez aujourd'hui le Brexit, les effets du Brexit risquent d'être négatifs essentiellement pour ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est-à-dire les classes moyennes ou les classes populaires, plutôt dans les zones les plus désindustrialisées de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, pour survivre comme économie insulaire dans le grand marché mondial, aura vraisemblablement besoin de déréglementer plus encore la finance, la City, c'est-à-dire de jouer sur ses avantages compétitifs et de devenir une sorte de Singapour européen. Or, ce faisant, elle risque de creuser encore plus la fracture sociale et territoriale entre les métiers de service très qualifiés, les métiers de la finance qui sont concentrés dans la métropole de Londres, et puis les activités plus traditionnelles, industrielles, qui ont énormément souffert en Angleterre ces 20 ou 30 dernières années. Et donc la fracture territoriale et sociale qui a probablement causé le Brexit risque d'être encore plus aggravée par le Brexit. C'est ça le paradoxe. Donc un Frexit pur et dur, à mon avis, serait une impasse comparable. En revanche, si on veut réconcilier les citoyens avec l'Union européenne, il faut d'abord qu'il y ait une meilleure prise en compte démocratique des aspirations des citoyens. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment faire en sorte que toutes ces politiques majeures pour la vie des gens soient plus démocratiques, qu'il y ait plus de reddition de comptes, qu'il y ait plus de débats contradictoires sur ces politiques-là et qu'on n'ait pas l'impression que c'est des technocrates en chambre qui décident en appliquant des dogmes. Et puis d'autre part, mon sentiment très fort, c'est que, si vous voulez, il faut que l'Europe montre qu'elle fait des choses qui profitent en quelque sorte à la vie des gens. Voilà. Qu'elle n'est pas simplement sur de la déréglementation, sur des gains pour les marchés financiers ou pour les grandes entreprises, etc. Mais qu'elle, et c'est déjà le cas, elle investit un certain nombre de fonds structurels, de fonds régionaux, dans des initiatives concrètes, mais il faut qu'elle soit capable de le montrer et il faut qu'elle réoriente une partie de son action sur l'investissement public dans les transitions. Au lieu d'être dans la surréglementation, il vaut mieux qu'elle soit dans l'investissement et la coproduction.
En 1995, François Mitterrand prononçait devant le Parlement européen ces mots: le nationalisme, c'est la guerre. Alors, comment se fait-il que la vision justement de ce nationalisme et de la mise en valeur d'un sentiment national ait autant évolué? Et comment remettre la nation en avant sans sombrer dans une dérive identitaire? Ben, exactement comme j'essaye de le proposer, c'est-à-dire en se donnant des buts collectifs positifs. La République écologique, par exemple, ça peut en faire partie. C'est-à-dire, au fond, en se disant, voilà, qu'est-ce qui nous permet encore de faire société? Qu'est-ce qui nous permet, au fond, de nous rassembler dans une période où, par ailleurs, nous sommes plus portés à nous diviser? Tout le monde se regarde en chien de faïence. Il y a une sorte de climat de division générale dans le pays. Et je pense qu'il est possible, au contraire, de construire des discours de mobilisation, de communion collective, sans essayer de masquer nos différences. Et ça, ce n'est pas du nationalisme. Le nationalisme, vous savez, vous connaissez cette phrase, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Justement, on sera moins dans la haine des autres quand on sera davantage rassemblés autour d'objectifs collectifs. Et c'est ça, à mon avis, qui fait défaut en France aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus pourquoi nous faisons société. Nous ne savons plus qu'est-ce que c'est qu'être français, au service de quoi, pour aller où, pour faire quoi ensemble. Et c'est des réponses absolument majeures auxquelles il faudra trouver une réponse si nous voulons continuer à faire société collectivement. Vous empruntez à Pierre-Noël Giraud les termes de travailleurs nomades pour désigner des travailleurs à l'emploi délocalisable et de travailleurs sédentaires pour les travailleurs aux emplois justement non délocalisables. Est-ce qu'on peut imaginer, d'un point de vue marxiste, la formation d'une forme de classe sociale rassemblant tous les sédentaires au sein d'une même nation qui, du coup, s'opposerait aux nomades? Je ne crois pas du tout, parce que en fait, dans les sédentaires et c'est des définitions fonctionnelles, ce n'est pas des définitions de classe. Dans les travailleurs nomades, vous avez toutes sortes de positions dans l'échelle sociale. Un ingénieur qui travaille chez Airbus, un chief marketing officer chez L'Oréal, c'est un nomade parce que son emploi est en concurrence avec d'autres emplois dans le reste du monde. Mais un ouvrier qui travaille à la chaîne chez Le Jabi, par exemple, c'est aussi un travailleur nomade. Et à l'inverse, les travailleurs sédentaires, c'est tous ceux dont l'emploi est non délocalisable. Donc un boulanger, un professeur, un prêtre, un chirurgien, un coiffeur sont des travailleurs sédentaires. Vous voyez bien qu'au sein de la catégorie des sédentaires et au sein de la catégorie des nomades, il y a des positions sociales très différentes. Donc on ne peut pas parler d'une lutte des classes entre les sédentaires et les nomades. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus une polarisation de la société entre, d'un côté, des travailleurs nomades très qualifiés et très bien payés, qui vivent essentiellement dans les métropoles, que j'appelle les autonomes. Et les autonomes, c'est ceux qui, en fait, ont un revenu souvent élevé, très supérieur à la médiane, et qui ont du patrimoine financier ou immobilier, et qui ont des diplômes. Et ces gens-là, c'est le cas des étudiants que vous êtes, hein. Ils parlent plusieurs langues, ils ont fait des séjours à l'étranger, ils vont avoir des bons jobs dans des entreprises. Donc, ils sont comme des poissons dans l'eau dans la mondialisation, si vous voulez. Et vous avez en face, en quelque sorte, de cette toute petite minorité de nomades, très qualifiés, très bien payés, des sédentaires qui exercent des emplois de service. On l'a vu aux États-Unis, par exemple, dans les années 1990, vous savez, les emplois de service, jardinier, babysitter, bref, c'est des emplois de service sédentaires, peu qualifiés, qui de plus en plus tendent à remplacer les emplois industriels parce que l'industrie, en quelque sorte, embauche de moins en moins. Et pourquoi l'industrie embauche de moins en moins? Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. D'abord parce que bien sûr il y a des délocalisations, mais surtout parce qu'il y a de l'externalisation, de la robotisation, de l'automatisation. C'est-à-dire qu'on remplace de plus en plus du travail humain par des machines et de l'énergie. D'accord? Par des machines plus exactement consommatrices d'énergie. Et donc si vous voulez, les travailleurs qui autrefois étaient ouvriers, techniciens, etc. dans l'industrie, et qui avaient d'ailleurs une perspective d'ascension sociale grâce à l'industrie parce qu'on était ouvrier, puis ouvrier qualifié, puis on peut devenir contremaître, technicien, etc. Eh bien, ils sont cantonnés à des emplois de service dans lesquels il y a une forme de stagnation, vous voyez, ou même chauffeur Uber, toute l'économie en fait toute l'économie de plateforme, c'est des emplois de service non délocalisables aussi. Et donc, si vous voulez,
il y a un nouveau prolétariat des services. Et ce nouveau prolétariat des services, le paradoxe, c'est qu'il est extrêmement mal payé dans la société. Vous voyez la précarité des travailleurs des plateformes qui sont soi-disant en contrat de prestation de services ou d'indépendants et qui en réalité, ce qui permet en fait à ces plateformes de les payer vraiment le minimum. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en réalité que durant le confinement, quand on a dû suspendre un certain nombre d'activités, on a vu qu'un certain nombre de travailleurs étaient obligés de rester à leur poste de travail. Et ces travailleurs-là, c'est ceux qui faisaient tourner l'infrastructure sociale. Et donc, dans ces travailleurs-là, vous avez trouvé des infirmières, vous avez trouvé des caissières, vous avez trouvé des chauffeurs-livreurs, des éboueurs, ces gens qu'on ne regarde jamais finalement et qui sont parmi les plus mal payés, les plus mal considérés de la société. Et tout d'un coup, au stupeur, on a découvert que ces gens-là étaient essentiels au fonctionnement de la société. Eh bien, j'espère que cette crise du Covid aura au moins servi, avec, entre autres enseignements, à nous faire prendre conscience à quel point nous avons besoin de ces travailleurs que j'appelle pour ma part les métiers du lien et du liant. Le fait de soigner des personnes âgées, le fait de livrer du courrier, le fait de ramasser les poubelles, c'est des métiers qui sont essentiels en fait au fonctionnement de la société et en fait le fonctionnement de la société aujourd'hui, on vit dans une telle société d'abondance qu'on se rend même plus compte en fait de ces métiers. Parce qu'aujourd'hui, vous appuyez sur un interrupteur, il y a de l'électricité. Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de l'électricité comme ça, où il y avait des coupures de courant 4 heures par jour, comme c'est le cas aujourd'hui à Beyrouth ou dans des pays en voie de développement. Vous allez au supermarché, vous achetez un avocat qui vient du Chili ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud. Vous avez juste à payer et puis vous avez votre avocat. Vous ne réfléchissez même pas au nombre de porte-containers, d'océans qu'il a traversés, etc. Vous vous connectez sur votre ordinateur, vous avez accès en direct à des webinaires en Californie, à des informations de toutes sortes. Mais on ne se rend pas compte, en fait, derrière cette apparente facilité de la société de l'accès, de la complexité des infrastructures que ça suppose de mettre en œuvre, de la surconsommation d'énergie et de matière, et des métiers qui sont derrière. Parce que pour que les câbles sous-marins puissent acheminer l'information des États-Unis vers l'Europe, il faut aussi des techniciens qui les entretiennent. Pour que vous puissiez vous débarrasser de vos ordures toutes les semaines, il faut des éboueurs qui, à 5 heures du matin, viennent ramasser les poubelles. Pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant, il faut des techniciens EDF qui s'assurent que ça fonctionne. Et donc, tous ces métiers qui sont essentiels à l'infrastructure sociale, j'espère que la période que nous traversons permettra de prendre conscience de leur caractère central et de leur donner un peu plus de considération sociale. Malheureusement, on va bientôt devoir arrêter cet échange. Mais j'ai une dernière question pour vous. C'est une question que vous formulez vous-même dans votre ouvrage et c'est la suivante. Qui est encore prêt à sauver nos nations démocratiques? Ben vous, j'espère. La jeune génération, moi je mets tous mes espoirs dans la jeune génération parce que la jeune génération, elle a l'eau jusqu'au cou par rapport au changement climatique et en même temps, elle a les pieds sur terre et elle sait qu'on a besoin d'avoir des outils efficaces pour résoudre tous ces défis qui nous tombent dessus en même temps, la pandémie, le changement climatique, la mondialisation qui déraille, les nouveaux conflits géopolitiques, les inégalités, les fractures territoriales. Bref, il y a tout un tas de défis qui nous frappent en même temps. Nous sommes à l'heure à la fois des grandes crises et des grandes transitions. Et pour ça, nous avons besoin de réinventer profondément l'État-nation. C'est un outil indispensable, un peu vieillissant, mais il faut lui donner une cure de jouvence. Et je pense que la République écologique peut être une opportunité pour le faire. Alors, une question du chat, peut-être justement pour terminer. On demande un conseil à nous donner justement pour sauver nos nations démocratiques. Si je devais vous donner un conseil, c'est déjà continuer à être ce que vous êtes, c'est-à-dire à lire, à réfléchir, à vous intéresser au débat public. Participez-y, bien sûr. Et puis, engagez-vous surtout. Je pense que ça ne veut pas dire forcément dans des partis politiques, d'ailleurs, parce que ça, c'est un peu dépassé. Mais engagez-vous dans des associations, engagez-vous dans toutes sortes de collectifs. Tout ce qui peut nous aider à construire une société plus fraternelle, l'entraide vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des handicapés, d'actions concrètes pour la dépollution, pour aider à trier les déchets. Il y a énormément de choses à faire. Et je crois qu'on a besoin
que chacun participe à l'œuvre commune. Donc moi, c'est ça le conseil que je donnerais. Et puis surtout, soyez des citoyens au sens propre du terme, ne soyez pas simplement des consommateurs. Ne subissez pas simplement ce que les algorithmes de tous ces réseaux sociaux que vous utilisez toute la journée vous envoient dans la gueule, ou de l'utilisation mercantile qu'ils font de vos données personnelles. Cultivez votre esprit critique, et c'est comme ça qu'on va reconstruire peu à peu une œuvre commune. Eh bien, merci beaucoup encore une fois pour ce moment. On va devoir arrêter l'échange ici. J'espère que la conférence a plu aux téléspectateurs et puis bien, à vous. Et le mandat d'Iségoria vous remercie encore une fois. Voilà. Merci infiniment de votre invitation et bravo pour ce que vous faites. Et encore une fois, joli nom, hein, Iségoria, l'égalité de temps de parole dans la démocratie athénienne, c'est très bien trouvé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.